actions locales, ben voilà, vous aurez une pétition. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez faire partie de nos GA, il faut savoir que la France Insoumise c'est un mouvement, pas d'adhésion, vous pouvez venir, il me suffit d'inscrire vos coordonnées. Vous avez Nani Bélan qui s'en occupe, et il y a une table d'inscription juste à l'entrée aussi. Pour ce qui est des actions locales, beaucoup d'associations ont répondu favorablement à notre invitation, on les remercie, notamment la Maison de l'Hospitalité, qui est parmi nous, elle doit être devant. Voilà, Georges Fournier, merci le président. Donc il prendra la parole en premier dans un contexte difficile aujourd'hui, avec peut-être une menace d'un ministère de l'immigration. Et on les remercie pour tout ce qu'ils font pour les réfugiés dans la ville. Bravo. Georges, la parole est à toi, tu peux venir. La Maison de l'Hospitalité est une initiative créée il y a maintenant 4 ans et demi de plusieurs associations, dont le Réseau Éducation Sans Frontières, qui a été un peu à l'initiative aussi du soutien des exilés. Je préfère dire exilés plutôt que migrants, parce que je me souviens de ce que disait un jeune exilé qui disait « migrants, c'est pour les animaux, c'est pour les saisons. Moi, je suis seulement exilé de ma propre terre. » Donc, c'est pas uniquement une question de vocabulaire, c'est quelquefois aussi une question d'identité. Donc, cette maison, dite Maison de l'Hospitalité, a été créée à l'initiative de plusieurs sections, que ce soit la Ligue des droits de l'homme, l'ASTI, l'ACAT, la Maison des jeunes et de la culture, j'en oublie, mais enfin, on était, et avec un certain nombre aussi donc, de militants qui ont voulu rendre cohérente et unie un certain nombre d'initiatives qu'elle prenait vis-à-vis des réfugiés. Pourquoi ? Ce que l'on ignore, c'est que dès lors qu'un demandeur d'asile perd ses droits, aucune administration n'a le droit de s'en occuper. Alors qu'ils ont encore des droits. C'est ça le paradoxe. Je l'avais d'ailleurs signalé à notre ancien député, car il y a un vide administratif que nous essayons de combler en attendant que nous devenions inutiles. C'est-à-dire, ils ont des droits indépendamment d'une demande d'asile. Et c'est ce que nous avons découvert, puisque depuis 4 ans et demi maintenant, nous avons accueilli à peu près 850 personnes, rien que sur notre territoire. 850 personnes dont la plupart des administrations ont refusé de s'occuper parce que ce n'est pas dans leur cahier des charges. Alors, en quoi consiste notre association? C'est simple. D'une part, nous sommes aidés par la Direction nationale de Ligue des droits de l'homme en matière d'aide juridique. Nous sommes aidés ensuite par une équipe de bénévoles de la santé, 4 anciennes infirmières psychiatriques, 2 psychologues cliniciens, un psychiatre et 2 médecins. Tout ça des bénévoles. Puisque quand un demandeur d'asile arrive ici et qui fait sa première demande, il doit immédiatement faire son récit. Or, faire un récit, c'est de raconter ce qui lui est arrivé. Or, certains sont incapables immédiatement de dire ce qui leur est arrivé. Malheureusement, c'est sur cette base de ce premier récit qu'ils seront jugés et écoutés dans les audiences de l'OFPRA et ensuite, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile. Donc, notre mission, c'est d'abord de les accompagner pour refaire leur récit, pour les aider ensuite à se reconstruire s'ils ont subi des violences, et Dieu sait s'il y en a, puisque bon nombre d'entre vous d'entre nous et d'entre vous sont membres d'Amnesty, sont membres de la Ligue des droits de l'homme, d'autres aussi sont membres de la CAT. Souvent ces associations écrivent pour la libération des prisonniers, contre les actions de torture. Sauf que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que, au-delà de ces correspondances, on reçoit effectivement et physiquement des gens qui ont subi ces tortures. Et je pense en particulier aux femmes, puisque en tant qu'homme, j'ai été extrêmement surpris et ignorant de voir à quel point elles sont vulnérables, elles sont souvent violées, torturées, vendues au marché aux esclaves en Libye, avec le consentement d'ailleurs de l'Union européenne qui délègue, comme ce sera le cas de l'Italie pour vis-à-vis de l'Albanie. Et donc en fait, notre action consiste d'abord à avoir un endroit d'écoute, de prise en considération, de récit et d'accompagnement juridique jusqu'au bout. Et depuis donc 4 ans et demi, on a obtenu à peu près une 50aine de statuts de réfugiés
statuts qui avaient été refusés au préalable. On a eu ensuite à peu près une vingtaine de statuts dits de protection subsidiaire. Et là, rien que ces 3 derniers mois, on a eu 10 cartes de séjour. Tout ça avec des gens à qui on avait refusé tous leurs droits. Donc voilà, c'est pour dire que l'action citoyenne est tout à fait possible. Alors je lance un appel. C'est un travail d'équipe, hein. Je ne suis pas le seul en cause, bien sûr. Mais c'est vrai que tout ça pour dire que des citoyens qui s'organisent peuvent obtenir des résultats. Et ces résultats, en fait, c'est une longue histoire sur Martigues, puisque certains d'entre nous se sont occupés, il y a presque 10 ans maintenant, des Roms. Et nous avons réussi à faire en sorte que, malgré l'opposition des municipalités environnantes, on a même trouvé un sous-préfet qui nous a pris pour des gens responsables. Ce qui n'est pas le cas de certaines municipalités. Enfin, je ne vais pas être méchant. Mais disons que ce résultat a abouti à ce qu'une cinquantaine de Roms qui squattaient d'une manière tout à fait particulière un bâtiment qui appartenait à la préfecture en plus, eh bien ces gens-là ont été intégrés. On ne les voit plus, ils sont intégrés. On a réussi à faire en sorte de payer une formation à l'agence, à l'AFPADIS. Tout ça, c'est pour dire que, indépendamment des politiques, des partis, je ne dis pas ça pour toi, mais disons que l'action citoyenne ordinaire peut faire des résultats. Et ça, c'est fondamental dans nos têtes, parce que tout à l'heure, quand on a entendu le discours de notre député européen, il y a de quoi plomber l'ambiance, effectivement, parce qu'il y a des enjeux tellement énormes que notre réflexe spontané, c'est de dire à quoi bon, que puis-je faire, moi, sur mon petit territoire. Et donc, c'est uniquement l'action citoyenne peut payer à condition de s'y mettre, et parce que c'est la clé d'une autre société. Et j'insiste là-dessus parce que c'est pour nous redonner un peu le moral. C'est une action extrêmement simple. Ça prend du temps. On ne s'attendait absolument pas à faire autant de choses que l'on fait aujourd'hui, mais ça marche. Merci. Un petit détail. Nous, comme nous n'avons strictement aucune subvention, puisque nous fonctionnons sur le moyen propre, nous sommes officiellement soutenus par la Fondation de France, qui, il faut le dire, a 2 programmes particuliers au niveau national. Un premier qui s'appelle Promouvoir l'engagement citoyen auprès des exilés, donc on a été reconnu comme tel, et accompagnement de l'accueil et de l'accompagnement psychologique des exilés. Donc on est dans ce programme-là et nous sommes invités la semaine prochaine à Paris à l'invitation de la Fondation de France. Oui, on va laisser la parole aussi à la présidente de l'ASTI, quelques minutes, vas-y. Alors moi, après ce qu'a dit Georges, je vais un petit peu plomber l'ambiance, mais un peu beaucoup même, voilà. Parce que Georges parle de l'action citoyenne qui est payante, moi je voudrais parler de l'action associative aujourd'hui, qui est extrêmement entravée par un outil qui a été mis en place en 2022, qui s'appelle le contrat d'engagement républicain. Quand c'est sorti, il y a beaucoup d'associations qui se sont un petit peu mobilisées dessus, et puis on n'a rien vu venir, donc on s'est dit c'est bon, c'est tranquille, c'était un effet d'annonce pour faire plaisir au Rassemblement national. Mais il se trouve que voilà, les premières conséquences arrivent de ce contrat d'engagement républicain et elles sont abominables. Et je vais vous donner l'exemple d'une association ASTI comme la nôtre qui est touchée. Alors le contrat d'engagement républicain, c'est quand on demande, ça touche les associations qui fonctionnent avec du financement public. C'est-à-dire que quand on remplit son dossier de subvention, on vous demande de cocher une petite case et de le rappeler à chaque demande comme quoi vous vous engagez à respecter le contrat de convention républicain, qui est un contrat, quand c'est présenté comme ça, c'est censé lutter contre le séparatisme et puis c'est censé aussi faire respecter la devise de la République, comme si l'État lui-même respectait cette devise. Mais bon, ça c'est une autre question. Donc, les copains de l'ASTI, de Petit-Quevilly, en Seine-Maritime, en juin, ils n'ont vu arriver rien. C'est-à-dire que nous qui sommes subventionnés, on reçoit des demandes de bilan, etc. Eux n'ont rien vu venir. Donc ils ont téléphoné à la préfecture pour demander si les choses avaient changé. Et on leur a dit non, et on leur a donné gentiment un rendez-vous avec la sous-préfète. Ils sont allés au rendez-vous. La sous-préfète a discuté tranquillement pendant 10 minutes avec eux. Et ensuite, elle leur a appris que le préfet avait décidé de suspendre toutes leurs subventions données par l'État.
de suspendre le financement de leurs salariés et en plus, ils ont contacté tous les autres financeurs de cette ASTI pour leur demander de suspendre également toutes leurs subventions, toutes les autres subventions. Alors, eux, ils ont demandé pourquoi, et vous savez pourquoi ? Parce que cette ASTI a participé à une manifestation avec pancarte contre les violences policières. C'est la réponse qui a été faite par le préfet. Voilà. Et alors, je vous invite à aller lire le contrat d'engagement républicain sur Internet. Vous l'aurez sur le site du gouvernement et vous allez voir comme c'est large. Alors, il y a un chapitre complet qui est pour les écologistes, mais après tous les autres, que vous souteniez la Palestine, tout ce que vous pouvez faire, que vous ayez écrit en langue régionale dans les documents internes de votre association, tout peut être pris pour vous étrangler. Voilà. Donc, il y a une pétition que vous trouverez sur Internet pour soutenir l'ASTI de Petit-Quevilly, qui a déposé le bilan cette semaine et qui a licencié tous ses salariés. Merci de m'avoir écouté. Merci Sandrine. En tout cas, merci à ces associations sur Martigues qui œuvrent pour un accueil digne de tous les humains. Merci pour eux. Une autre lutte de tous les insoumis de Martigues et de France entière pour la justice et pour la paix. On n'oublie pas aujourd'hui que c'est la journée internationale de la paix, le 21 septembre. On œuvre depuis le 7 octobre surtout pour une justice et une paix en Palestine. On ne lâche rien, nous les insoumis. Je pense que notre combat et notre ligne politique est claire et toujours la même depuis le début, non à la colonisation. Je vais laisser la parole au collectif de Palestine de Martigues, à son animateur Thierry Louchon. Merci à vous. Bon, je ne vais pas être très long, je vais juste vous rappeler un petit peu tout ce que le collectif a fait ces derniers mois et tout ce qu'il se propose de faire dans les semaines et les mois à venir. Vous savez que dans la période actuelle, on assiste à une tentative de détruire totalement le peuple palestinien à Gaza, mais pas uniquement à Gaza. Il y a Gaza et puis il y a toute la Cisjordanie, Jérusalem, etc. Avec des intentions qui sont bien précises, c'est de se débarrasser du maximum de Palestiniens sur la terre de Palestine. On a de multiples témoignages de gens, de soignants, qui nous expliquent qu'à Gaza, les gens qui sont visés ne sont pas pris au hasard. Systématiquement sont visés de manière intentionnelle les enfants. Il y a un nombre incalculable d'enfants qui arrivent dans les hôpitaux avec des balles dans la tête. C'est pas un bombardement anonyme, c'est l'intention de tuer la jeunesse de Gaza. Toutes les écoles et les universités ont été détruites. Tous les hôpitaux, presque tous les hôpitaux ont été détruits. Toutes les infrastructures, c'est-à-dire l'eau, les égouts, etc., ont été détruits. Le patrimoine historique a été systématiquement attaqué parce qu'il faut faire disparaître l'histoire et l'identité même du peuple palestinien sur Gaza. Le palais de justice, les archives de Gaza, c'est une preuve de plus de la volonté de détruire toute l'identité palestinienne. Et donc, pour nous, l'objectif, il est clair, c'est dans l'immédiat, soutenir le peuple palestinien d'abord pour sa survie. Donc c'est pour ça que d'une part, on se bat pour faire pression sur nos gouvernants pour arriver à un cessez-le-feu à Gaza. C'est pour ça aussi que notre petit collectif, depuis le mois de janvier, a quand même envoyé un soutien financier de 5 000 € à des organisations syndicales de Gaza, le syndicat des pêcheurs, le syndicat des agriculteurs, des associations qui s'occupent des enfants. Et puis on a, toujours dans le même but, faire pression pour que les gouvernants de nos pays prennent des sanctions contre l'État d'Israël et sa politique. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un frémissement à l'ONU ces jours-ci où la majorité de l'Assemblée générale de l'ONU a voté des sanctions contre le principe de sanctions contre Israël.
y compris avec le vote de la France. Mais la majorité, par exemple, des pays européens se sont abstenus, et évidemment les États-Unis ont voté contre. Alors, ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est participer au maximum à toutes les initiatives qui nous permettent de faire connaître la situation du peuple palestinien. Donc, je rappelle qu'on participe tous les dimanches à Marseille à 14h à une manifestation de soutien au peuple palestinien. Il y a une manifestation tous les dimanches depuis le mois d'octobre, qu'elle continue. Il y en a une demain, et il y en aura une la semaine prochaine, etc. Donc, dans la mesure du possible, il y a toujours des militants de Martigues qui participent à ces manifestations. Je rappelle que cet été, on a accueilli le bateau de la flottille pour la liberté à Gaza, dans notre ville, ce qui a été l'occasion pour nous de faire connaître davantage la lutte la résistance du peuple palestinien, notamment autour des pêcheurs. On avait organisé une soirée au cinéma La Cascade, où il y avait l'exposition que vous avez là de quelques photos qui représentent la vie et la situation des pêcheurs de Gaza depuis 2011-2012 jusqu'à cet été, avec des photos qui datent du mois de juillet ou d'août de cet été. On a participé à la tentative de perturber le trafic de carburant, d'armes et de carburant à destination d'Israël, en particulier de carburant spécial pour les avions qui bombardent Gaza. Il y a 2 bateaux américains qui transportent un carburant spécial pour l'aviation israélienne, carburant fabriqué au Texas et qui passe forcément par la Méditerranée et qui de temps en temps s'arrête dans un port français. Donc on essaye au maximum de perturber ce trafic, on va dire, ce transport, et autour de ça de faire de la sensibilisation pour essayer que la France, en tant que telle, s'oppose à ce que ces bateaux accostent dans ces ports, ce qui a été la décision prise par l'Espagne, par exemple. L'Espagne a décidé que ces bateaux-là, et les bateaux d'armes à destination d'Israël, ne pouvaient plus accoster en Espagne. On a participé au relais du drapeau de la libération, qui est un tour de France symbolique d'un drapeau palestinien qui est parti de Paris et qui a fait le tour de France. Et nous nous sommes chargés de l'étape Marignane-Marseille. Voilà, avec un accueil assez chaleureux dans les quartiers nord de Marseille. Et puis voilà, donc à l'avenir, dans les semaines qui vont venir, on va continuer à soutenir la société palestinienne pour qu'elle vive dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine culturel. On va essayer d'accueillir des troupes de théâtre qui ont d'énormes difficultés à survivre. On va faciliter et projeter des films palestiniens, faire projeter des films palestiniens. On va continuer à soutenir, comme on a toujours fait, les sportifs palestiniens qui sont entravés par l'occupation. Et puis, bien sûr, peut-être j'aurais dû commencer par là, on va continuer à soutenir à notre petite échelle la vie économique aussi palestinienne en vendant des produits palestiniens. Vous avez là, ici, là, tout à l'heure, sur le stand, des dattes et de l'huile palestinienne qui viennent de Cisjordanie et qui permettent aux paysans de Cisjordanie de survivre tant bien que mal. Voilà. Voilà en quelques mots donc le programme. On fera passer évidemment les prochaines dates et il va y avoir beaucoup d'activités. Merci Thierry. Juste une chose qu'il a oublié de dire, c'est que le collectif Palestine à Martigues est un des plus anciens collectifs de l'ouest du département, du territoire. Et depuis le 7 octobre, d'autres collectifs sont nés, grâce aussi à la participation active de ce collectif. Je pense au collectif d'Arles, qui a aujourd'hui plus de 200 membres. Collectif de Marignane, qui sont présents aujourd'hui, merci à eux. Collectif aussi de Salon. Et Istres aussi, merci. Voilà, merci de votre présence. Et Miramas aussi. Et il y a aussi une coordination de ces collectifs qui s'est créée, donc bravo à eux. La Macronie, merci Sandra. On sait ce qu'elle implique, destruction des services publics, et l'école n'est pas épargnée, bien évidemment.
À Martigues, on a aujourd'hui 2 ouvertures de classe depuis cette rentrée. Voilà, 2 ouvertures suite à une lutte acharnée des syndicats, des parents et aussi des politiques et des professeurs, bien évidemment, puisqu'il y avait des classes très surchargées. Les parents d'élèves et la FSU vont vous en parler. Et on a aussi évité des fermetures parce que juste avant l'été, le DAZEN avait proposé une ouverture de classe, mais avec fermeture, donc à moyen constant, avec fermeture ailleurs. Donc on a réussi à épargner les autres écoles. Bravo pour cette lutte et j'appelle à la tribune les mamans d'élèves. Et je ne sais pas qui pour la FSU va parler, peut-être Valérie ou Fabienne. Valérie, ouais. Valérie. Bravo. La famille. Ben voilà, l'année dernière, on s'est tous battus, parents, enseignants et le collectif FSU aussi qui était là pour nous soutenir et le FSU. Donc voilà, on a, grâce à les pétitions et la mobilisation, on a réussi à être beaucoup moins en classe en fait. On est passé de 31 à 24 et ben, on ressent le bienfait sur les enfants, sur les enseignants et voilà, on est tous beaucoup plus épanouis depuis qu'on vit dans de bonnes conditions. En fait, on travaille dans de bonnes conditions avec les enfants et voilà, donc je remercie tout le monde. Bonsoir à tous et toutes. Oui, enfin une belle victoire quand même sur Martigues. C'est encourageant. C'est important de le dire aussi. Hein. Alors ça va être quand même un constat mitigé que je vais faire. Vous devez bien le savoir, hein, puisque l'école va mal. La collègue tout à l'heure a parlé des services publics et l'école est dans le même bateau. Alors sur 5 ouvertures obtenues dans le département le 3 septembre dernier, lors d'un groupe de travail, 2 ont été obtenues à Martigues, donc à Daugé et à la maternelle Canto-Perdrix. C'est donc avec une immense satisfaction que nous avons démarré cette nouvelle année scolaire ici à Martigues. Les parents d'élèves, les élus, la FSU Martigues et aux côtés d'autres organisations syndicales, nous avons mené cette bataille et on l'a gagnée. C'est une belle victoire collective qui nous montre que quand on bouge, quand ça bouge, on peut arriver à gagner. Le directeur académique n'aime pas les levées de drapeaux. Ben, ça tombe mal parce que nous, à Martigues, en fait, on aime bien les voir virevolter au vent, ces drapeaux-là, quand il s'agit de défendre nos services publics et de défendre notre école. Nos collègues concernés par cette ouverture, la maman l'a dit, hein, vont pouvoir faire classe de façon plus sereine avec des effectifs enfin convenables. 24 élèves et 31, c'est pas pareil. C'est une amélioration évidente de leurs conditions de travail et donc des conditions d'apprentissage des élèves. Car nous ne le dirons jamais assez, le nombre d'élèves par classe est un facteur déterminant qui conditionne la réussite et, disons-le, le bien-être à l'école. Nous devons également penser à toutes ces écoles qui n'ont pas obtenu d'ouverture de classe et qui pourtant, au vu des effectifs, auraient mérité d'en avoir une. Cette année encore, certaines classes atteignent 30 élèves à Martigues, d'Amofli par exemple. J'ai eu récemment au téléphone un directeur qui espérait une ouverture de classe pour son école et ne l'ayant pas obtenue, il me disait « Bon, ben, nous, on n'a pas trop à se plaindre. » Mais si au contraire, il faut se plaindre, quand ça craque, quand on n'en peut plus, quand ça déborde, il faut le dire, les ouvertures de classe ont été largement insuffisantes. Et c'est ce que la FSU NUIPP 13 a dénoncé d'ailleurs le 3 septembre dernier, lors de ce groupe de travail. 5 ouvertures dans le département, c'est vraiment trop peu. Et ce n'est malheureusement pas le budget en préparation qui va améliorer les choses. Sur Martigues, alors là je change de sujet, je vais vous parler des enfants en situation de handicap. Sur Martigues, nous avons 4 Ulysse écoles et seulement 2 Ulysse collèges. Donc pas besoin d'être expert en mathématiques pour voir que le compte n'y est pas. C'est-à-dire que des élèves en situation de handicap se retrouvent contraints d'intégrer une 6e ordinaire. Il manquerait à minima 2 Ulysse collèges pour faire le compte. Je dis bien à minima parce que là encore ça ne suffit pas. Il nous manque aussi des Ulysse écoles. Et pourtant, c'est une atteinte aux droits les plus fondamentaux des élèves en situation de handicap de devoir intégrer une classe ordinaire alors qu'on devrait bénéficier d'une Ulysse.
Alors, il est inadmissible de parler d'inclusion réussie alors que des élèves sont en réalité exclus des dispositifs desquels ils relèvent. Alors, avant de finir, il y a plusieurs actions qu'on mène tout au long de l'année sur Martigues. Et notamment, vous avez peut-être entendu parler du boycott des évaluations nationales. Donc sur Martigues, ce lundi, pour ceux et celles qui sont intéressés par le sujet, on a proposé à nos collègues boycotteurs de venir avec leur livret d'évaluation devant l'inspection de Martigues ce lundi à midi pour remettre symboliquement ces livrets. Alors ça, c'est un côté un peu plus pédagogique que les ouvertures et fermetures de classe. Mais je vous en parle parce qu'aussi, il y a une perte de sens de notre métier qui se fait de manière plus insidieuse et qui casse le service public d'éducation de manière scandaleuse et voilà, et qui mettent les personnels en souffrance, les familles, les parents aussi. Voilà. Pour finir, cette victoire à Martigues sur les ouvertures de classe doit nous encourager à poursuivre notre combat, car nous avons une petite phrase qu'on aime bien à la FSU, ensemble, on est plus fort. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. On garde en tête que la lutte paie toujours. En tout cas, nous, les enseignants, on a eu cette conviction aujourd'hui que ça paie. Et je pense que pour les futures luttes, ils seront beaucoup plus présents.